La deuxième partie du cours, on va voir les compréhensions de dictionnaire. Cette fois-ci, l'objectif va être de construire un dictionnaire. Donc la syntaxe de base, c'est un peu comme pour les ensembles, donc on utilise des crochets, mais on construit des couples, donc des associations clés-valeurs, plutôt que juste un élément. C'est ce qui va distinguer de l'écriture pour les ensembles. Et donc l'idée, c'est qu'on va construire un couple, une association clé-valeur pour chacun des éléments dans un itérable, qui va être représenté par la barre d'itération comme d'habitude. La première association sera pour le premier élément itéré le résultat d'évaluation des deux expressions clé-valeur dans laquelle la variable var aura la valeur du premier élément de l'itérable. Et puis on continue comme ça pour construire l'ensemble des associations du dictionnaire. On va prendre des exemples. L'exemple classique, c'est à partir d'une liste de couples, donc construire directement un dictionnaire de type KV avec le type des clés K et le type des valeurs V, à partir d'une liste où chaque élément de la liste, c'est un couple avec une clé et une valeur, avec les types correspondants. Un exemple de construction, donc j'ai une liste ici de couples chaînes de caractères, donc les noms et puis leur âge, d'un entier, et on construit comme ça le dictionnaire correspondant. Donc c'est un moyen, disons, assez classique de construire des dictionnaires. Donc maintenant, l'avantage par rapport à une liste de couples, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches par rapport au nom ici, par exemple, donc par rapport à la clé. Mais il faut faire attention quand même qu'on peut avoir pour une clé donnée qu'une seule valeur associée. Autrement dit, on peut avoir qu'une seule association pour une clé donnée, puisque les clés d'un dictionnaire forment un ensemble. Pour illustrer un peu ce phénomène, ici on a deux couples qui ont la même valeur en premier élément du couple, et donc on va en retenir qu'une. Donc on n'aura qu'une seule association pour le nom du point avec un T. Alors, assez souvent, on n'aura pas juste une liste de couples, mais une liste de NuPlay, et on va sélectionner là-dedans les expressions de clés et de valeurs. Alors, on va reprendre l'exemple des personnes. On va, par exemple, récupérer l'âge des personnes à partir de leur nom. Donc, c'est une fonction qui prend une liste de personnes en entrée, qui retourne un dictionnaire dont les clés sont des chaînes de caractères, les noms des personnes, et les valeurs sont les entiers, ce qui permettra, par exemple, de rechercher rapidement l'âge d'une personne. Et on écrit tout simplement que c'est la compréhension du dictionnaire où on forme les associations nom-âge pour les variables de compréhension nom, prénom, âge, marié, c'est-à-dire les informations de chaque personne dans la liste des personnes. Voilà par exemple sur notre base le dictionnaire des noms et des âges dans notre jeu de test. Alors là, on a construit à partir d'une liste, mais on pourrait aussi construire à partir d'un ensemble, ce seraient les mêmes principes. Alors, une autre forme de construction, c'est de prendre un dictionnaire et de construire un autre dictionnaire, et on va donner l'exemple de construction d'un dictionnaire d'index. Alors pour ça, on va reprendre notre base de données, mais cette fois-ci, on va la mettre sous forme d'un dictionnaire. Alors l'avantage ici, c'est qu'on n'aura plus d'ambiguïté sur les noms, puisqu'on va repérer chaque enregistrement dans notre base de données, dans notre dictionnaire, par la clé qui va être un numéro unique. Un petit peu comme les numéros d'étudiants à l'université. Alors on peut rechercher efficacement maintenant les personnes dans la base, à condition de connaître leur numéro unique. Alors, c'est souvent nécessaire de récupérer le numéro unique, mais en général, on aime pouvoir faire des requêtes dans les bases, donc par exemple chercher des personnes à partir de leur nom. Et pour ça, on va utiliser des bases d'index. Voilà un exemple d'index qui va être le dictionnaire qui associe au nom un numéro unique. Et ce numéro unique, il est récupéré dans la base de tout à l'heure. Donc la clé va être un numéro en entier, et la valeur sera un NuPlay avec les informations des personnes. On ne récupérera que le nom. Ici, je regarde le contenu, donc voilà notre base d'index, où on associe un index unique avec un nom. Ici, il y a une remarque intéressante à faire, c'est que pour récupérer nos informations, on a utilisé l'itérable des associations du dictionnaire, c'est-à-dire qu'on a récupéré des couples avec la clé, et ensuite le deuxième élément c'était la valeur de chaque association, pour pouvoir récupérer les deux d'un coup. Et en fait, dans les compréhensions de dictionnaire, c'est l'unique moyen qu'on a pour accéder aux informations contenues dans les NuPlay, avec ce qu'on a vu en cours en tout cas.
peut retenir que quand on fait des compréhensions à partir d'un dictionnaire qui contient lui-même des valeurs de type de Uplay, il faut utiliser l'itération sur les associations. Regardons ce qu'il y a encore une fois dans notre index. On peut trouver un problème, c'est que en fait on va trouver à chaque nom de famille, on va dire, on peut associer qu'une seule valeur d'index, et on sait que dans les bases de données de personnes en général, il y a des homonymes, donc des personnes qui ont le même nom, et donc il faut trouver des meilleurs encodages des bases d'index par exemple, ici. Et en fait la solution ici, elle passe par l'utilisation d'un ensemble plutôt qu'une valeur simple. Donc notre dictionnaire d'index devrait être plutôt un dictionnaire avec les clés qui sont des chaînes de caractères. Et à chaque nom de famille, on associe non pas un entier qui est l'index de la personne, mais un ensemble d'entiers qui sont les index de toutes les personnes qui ont ce nom-là. Alors pour le cours, on ne va pas faire cette transformation, mais si on voulait faire un petit peu plus sérieusement cet exemple de base de données, il faudrait passer à des index de ce type-là. Alors, grâce à notre base d'index, maintenant, on peut récupérer, par exemple, les informations à partir du nom. Si on gérait les ensembles, on aurait ici plutôt un ensemble d'informations. Et d'une certaine façon, c'est la stratégie qui est employée dans les bases de données pour faire de l'accès rapide aux informations, c'est-à-dire construire ce qu'on va appeler des tables dans les bases de données, qui sont finalement des enregistrements de Uplay, un peu comme ce qu'on est en train de faire, pour accéder plus rapidement aux informations. Donc on a vu la construction à partir d'une liste de couples, construction à partir d'une liste de Uplay, et construction à partir d'un dictionnaire, tout ça pour construire des dictionnaires. Et on va continuer, et maintenant ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, c'est qu'on va avoir deux itérables à regarder. Un itérable qui doit nous expliquer ce que l'on doit prendre comme clé, et un itérable qui nous explique quelles vont être les valeurs associées. L'illustration qu'on va prendre, c'est un exemple assez simple, où on veut construire, on veut faire un dictionnaire où on associe à des chiffres leur représentation textuelle. On fait une première tentative, un peu naïve. On aimerait quelque chose de la forme, on veut un dictionnaire qui associe un numéro et un mot. Le numéro, on va prendre ici l'intervalle 0,3, donc 0, 1, 2, et on voudra associer à chacun les mots. Alors si on fait ça, eh ben, on n'a pas du tout le résultat escompté. On a en fait associé à chaque fois le même mot à tout le monde, et en fait ça s'explique assez simplement. On se rappelle que quand on a des forts imbriqués, ça correspond à un produit cartésien. Donc ce qui va se passer, c'est que dans le dictionnaire, on va associer à 0, d'abord, on va lui associer le mot 0, puis on va lui associer le mot 1, puis on va lui associer le mot 2. Et comme dans le dictionnaire, on ne conserve qu'une seule association, on va ne conserver que l'association pour ce mot-là. Et puis ensuite, on va passer à 1, et on va tous les parcourir. Et donc on va encore associer le mot 2, etc. etc. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On ne veut pas réaliser un produit cartésien, on voudrait prendre ces éléments un par un dans un ordre simultané. Alors pour ça, on va utiliser une primitive du langage Python qui s'appelle zip. Et en fait, le zip permet de combiner deux itérables en un. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement faire un parcours d'un couple où le premier élément du couple sera un élément du premier itérable et le deuxième élément du couple sera un élément du deuxième itérable. Les combiner d'une certaine façon. On peut illustrer ça. Donc cette fois-ci, on veut encore associer des numéros et des mots, mais maintenant je veux prendre en parallèle le numéro et le mot dans un couple, et le numéro je veux le prendre dans l'intervalle 0, 1, 2, et les mots je vais les prendre dans cette liste de mots. Voilà, et là on a bien construit ce qu'on voulait construire, on a une itération simultanée. Donc ça c'est grâce à cette primitive zip qui permet de réunir finalement deux itérables en un. Donc la syntaxe générale qui est assez intéressante, c'est de dire je veux construire un dictionnaire avec une expression de clé, une expression de valeur, et à chaque étape j'aurai deux variables d'itération avec des valeurs associées. D'abord une variable qui va conserver la valeur des clés, une variable qui va conserver la valeur des valeurs, et toutes les clés je vais les prendre dans un premier itérable, et toutes les valeurs dans un deuxième itérable. Tout ça, on va le réunir grâce à zip.
principe d'itération, c'est toujours le même. La petite différence, c'est que la première clé, on va prendre dans l'itérable, c'est itérable, la première valeur dans le itérable, et puis ensuite on va passer à la suite. Donc à chaque fois, on prend deux valeurs, une dans le premier itérable et deux dans le deuxième. On a une petite remarque à faire, c'est que le dernier couple itéré doit avoir une valeur finalement et dans le premier itérable et dans le deuxième itérable. Donc si un des deux itérables a plus d'éléments que l'autre, on va s'arrêter au plus court des deux. Pour illustrer ça, on va regarder cet exemple-là. Donc par exemple ici, j'ai 3 éléments dans mon premier itérable et j'en ai 4 dans mon deuxième. Si on évalue cette expression, on voit qu'on a bien parcouru les 3 éléments du premier itérable et seulement les 3 premiers éléments du deuxième itérable. On n'a pas été récupérer le quatrième élément puisque il ne permet pas de construire un couple avec l'autre itérable. De façon symétrique, si je prends cette fois-ci un intervalle plus grand pour les numéros, et ici 4 éléments seulement dans les mots, je vais construire le plus petit des deux. Donc je m'arrête dès que finalement on ne peut plus construire un couple complet. Alors bien sûr, on va retrouver la possibilité de filtrer les constructions de dictionnaire, comme on a pu filtrer les constructions d'ensemble et les constructions de liste. Alors on peut filtrer les clés, par exemple. Donc ici, on fait un peu le même exemple que tout à l'heure. Donc pour l'instant, on n'a pas de filtre. Donc ce qu'on a construit, c'est ce dictionnaire qui a fait couvert tous les chiffres. Et puis, on peut maintenant s'amuser, entre guillemets, avec ce dictionnaire. Donc, par exemple, je veux seulement les chiffres pairs dans ce dictionnaire. Donc, j'ai juste rajouté la condition que dans les chiffres, ici c'est les clés, le n c'est la clé dans mon dictionnaire, donc c'est un entier, et que cet entier soit pair. On peut aussi construire, bien sûr, un ensemble. Donc voilà l'ensemble des mots, des chiffres pairs. On remarque, encore une fois, que l'ordre est arbitraire, puisqu'on part d'un dictionnaire qui n'encode pas l'ordre, et on construit un ensemble qui lui-même n'encode pas l'ordre. On peut aussi faire un parcours sur les associations et filtrer la clé. C'est un peu la même construction, sauf qu'on fait directement les choses. Alors, est-ce qu'on préfère l'une ou l'autre des possibilités? C'est au choix, d'une certaine façon. On peut construire de la même manière, par exemple, les impairs. Exactement les mêmes exemples, mais cette fois-ci pour les impairs. De certaine façon, on voit comment on peut, grâce à un dictionnaire, manipuler le dictionnaire comme un ensemble, en considérant que les clés sont un ensemble, et de produire une information avec juste les valeurs au final. On cache d'une certaine façon le calcul. Le mot 7 n'est pas un chiffre impair, c'était le 7 qui était la clé dans le dictionnaire, qui était un chiffre pair. Alors on peut aussi bien sûr filtrer les valeurs, filtrer les clés et les valeurs. On va reprendre notre exemple de base de données de personnes et faire des petites requêtes. Donc ici par exemple on veut le dictionnaire qui associe le nom et l'âge, en allant chercher le nom et l'âge, et uniquement si la personne est mariée. Voilà, donc on a une sorte de langage de requête dans la base de données. Si par exemple on veut plutôt les noms et les numéros des personnes célibataires de plus de 20 ans, voilà ce qu'on pourrait écrire. On a une sorte de formulation des informations qu'on veut aller rechercher dans la base de données. Et à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est contraindre les valeurs qu'on a été chercher. On remarquera qu'en général, pour faire ça, on doit aller chercher, encore une fois, les associations. Donc, on retiendra cette écriture où on construit un dictionnaire, clé-valeur, en faisant un parcours d'un dictionnaire d'entrée par les associations, donc avec la clé d'un côté, et dans le cas où chaque valeur est un NUPLET, ce qui est le cas dans les bases de données, on utilise des variables de décomposition de NUPLET en guise de variables de compréhension. C'est une forme très générale pour contraindre dans la condition à la fois les clés potentiellement et les valeurs dans un dictionnaire qui manipule les NUPLET. Ça arrive assez fréquemment en pratique.
Alors, bien sûr, notre petit langage de requête permet de former des dictionnaires, mais on peut aussi former des listes ou former des ensembles ici. L'ensemble des noms des personnes complétantes. Voilà, donc c'était un petit catalogue non exhaustif des possibilités. Pour synthétiser un peu toutes ces compréhensions, on se rappelle qu'on peut faire des compréhensions de listes à partir cette fois-ci d'un itérable. Il faut se rappeler que si l'itérable est une séquence, alors dans la liste résultat, on va préserver l'ordre de la séquence de départ. On peut faire des compréhensions d'ensemble. Donc quand on fait une compréhension d'ensemble à partir d'un itérable, on va supprimer les doublons, et l'ordre qu'il y avait potentiellement dans l'itérable ne va pas être conservé. On a un peu la même chose avec un dictionnaire, sauf que maintenant, c'est les clés du dictionnaire qui vont former un ensemble, donc une sorte de compréhension d'ensemble un peu implicite dans les clés, et les valeurs peuvent être répétées, mais encore une fois, l'ordre, à la fois des clés et des valeurs, n'est pas conservé. On se rappelle aussi que quand on fait une compréhension de dictionnaire, on peut utiliser la primitive zip pour expliquer de façon différente finalement la construction des clés et des valeurs à chaque étape. Donc les clés sont sans doublon et les ordres ne sont pas conservés. Là, on a donc de toute façon 4 possibilités sur ce qu'on veut construire au final. On se rappelle que le point de départ peut être n'importe quel itérable, donc les séquences, intervalles entiers, chaînes de caractères, les listes, les ensembles, les dictionnaires si on itère sur les clés, et les dictionnaires aussi si on itère sur leurs associations. Et finalement, on aura aussi le filtrage avec des conditions qui peuvent porter donc sur les valeurs des éléments de l'itérable qu'on parcourt, mais si on fait une construction dictionnaire, on peut avoir des conditions sur les clés, conditions sur les valeurs. Et quand on utilise la primitive zip, on a la condition qui peut porter sur les deux itérables qu'on a zippés ensemble. Et enfin, on a la multiplicité qu'on n'a pas revue aujourd'hui, mais il faut se rappeler, on l'a survolé, que quand on imbrique les forts, ça correspond à des produits cartésiens. Voilà, donc on a tout un langage assez compliqué. Alors, il y a une chose importante à retenir, toujours sur les compréhensions, c'est que on conseille de ne pas utiliser les compréhensions dans deux situations. Un, si on n'est pas encore à l'aise avec les constructions hors compréhension, c'est-à-dire réussir déjà à construire des ensembles, des dictionnaires, des listes de façon normale, entre guillemets, en prévoyant une case mémoire dans une variable et en faisant une boucle soit while, soit for pour remplir l'ensemble ou le dictionnaire ou la liste du résultat. Mais on peut gagner à la fois du temps et de la lisibilité dans les programmes en passant à l'écriture des compréhensions. Et le deuxième cas où on va éviter d'utiliser compréhension, c'est quand l'écriture par compréhension devient difficile à lire. Donc là, avec notre exemple sur la base de données, on atteint un petit peu le maximum. Ça reste lisible, mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça. Dernière chose, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a tout un tas de problèmes de construction de listes, d'ensembles, de dictionnaires, que l'on ne peut pas exprimer, en tout cas simplement avec des compréhensions, et pour lesquels il vaut mieux passer à une forme plus classique de programme. On peut donner l'exemple de une construction où on a besoin d'itérer de façon différente sur deux itérables. On se rappelle l'interclassement de listes, par exemple, c'est un bon exemple, ou quand on a besoin de combiner des informations sur les valeurs qu'on observe au fur et à mesure, comme calculer une somme, un produit ou des choses comme ça, pendant le parcours. Pour toutes ces choses-là, il vaut mieux penser de façon beaucoup plus classique, avec des variables, des boucles for, etc. Voilà, ça termine le cours 10, et d'une certaine façon, ça termine les connaissances fondamentales du cours éléments de programmation. Et avec tout ce qu'on a montré, on peut commencer à s'attaquer à des problèmes intéressants avec des algorithmes non triviaux qui manipulent des données complexes.